Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 7 juin. À la une ce soir, 10 milliards de francs CFA pour le développement des PME en Côte d'Ivoire. Alors, signature de convention entre le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et une institution financière. Et puis le recours à l'inconstitutionnalité en question, sujet exploré par les avocats, greffiers, magistrats et les membres du Conseil constitutionnel. C'est un test qui suscite des interprétations qu'il faut harmoniser. Et au Burundi, le président Pierre Nkurunziza vient de surprendre son pays en annonçant qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020 dans un discours à la nation ce jeudi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La première dame, Dominique Ouattara, a inauguré ce jeudi le centre d'accueil pour les enfants victimes de la traite et de l'exploitation dans les plantations de cacao dans la région de la Nawa, dans le sud-ouest du pays. Superficie 1 hectare, capacité d'accueil 64 places. Les enfants accueillis pourront bénéficier d'un encadrement familial et d'une formation dans divers métiers. Nous y reviendrons largement avec notre reporter Awa Touré dans nos prochaines éditions. L'État et le secteur privé sont d'accord pour le financement des PME. Une convention a été signée à cet effet. Elle porte sur 10 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Justine Sey-Diké. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises et PME constituent 98% des entreprises, représentent une part importante de l'économie avec 20% du produit intérieur brut PIB, 12% de l'investissement national et environ 23% des emplois modernes. L'ambition du gouvernement ivoirien, c'est de faire de ces PME le socle de l'économie nationale en 2020, avec l'augmentation du PIB à hauteur de 3 000 à 5 000 milliards de francs CFA, représentant à terme plus de 30 à 40% du PIB, avec la création d'emplois formels et 300 000 à 400 000 emplois additionnels. C'est pourquoi il ne ménage aucun effort pour la création et le renforcement de ces PME. En témoigne la mise à disposition d'une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA au profit des artisans, commerçants et PME. En vue d'améliorer l'accès des PME au financement, plusieurs initiatives ont été mises en place par le gouvernement ivoirien, notamment avec l'adoption de la loi numéro 2017-802 du 7 décembre 2017 relative au crédit bail. La mise en place, comme vous le savez, en partenariat avec un établissement de crédit, d'un fonds de 5 milliards de francs CFA pour les femmes dirigeantes des PME et l'institution d'un fonds de garantie dont les études sont en cours de finalisation. Des efforts sont faits et des actions sont menées en continu sur divers fronts au profit des PME. C'est le sens de ce partenariat avec Coris Bank Côte d'Ivoire qui ambitionne de renforcer les possibilités d'accès au financement offert aux PME. Les crédits qui seront offerts dans ce cadre le sont à des conditions plus souples que celles qui sont habituellement offertes sur le marché. Cette somme d'argent permet l'octroi de prêts compris entre 5 et 50 millions de francs CFA, remboursables sur 3 mois à 6 ans, avec un taux d'intérêt de 9% aux personnes ayant déjà une PME ou désireuses d'en créer. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision de notre groupe, qui est d'être l'institution bancaire de référence dans le financement des PME dans les pays où nous sommes présents. Les fêtières des commerçants, artisans et PME sont invités à exhorter leurs membres à une adhésion massive au projet pour la compétitivité des PME. Et toujours en économie, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un prêt de la Banque islamique de développement d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA. C'est un prêt pour le financement des activités génératrices de revenus initiées par les femmes et les jeunes micro-entrepreneurs. C'est dans le cadre du Programme national de développement communautaire. On s'intéresse maintenant au lancement de l'enquête de la balance de paiement 2017 mise en place depuis 2010. L'enquête vise à informer les entreprises et à les sensibiliser sur la nécessité de leur contribution à la réussite de l'opération. Le reportage de Nadia Edja et de Jean-Jacques Kwameala. L'existence des structures a fourni les données, informations incorrectes et indisponibilité des personnes en ressources, autant de difficultés à même de compromettre les résultats de la balance des paiements. Ce document comptable, qui retrace sur une période donnée
l'ensemble des transactions. Entendez échange de biens, de services et capitaux entre opérateurs économiques résidents d'un pays et le reste du monde. Pour corriger ce dysfonctionnement, une enquête sur la balance des paiements a été lancée. Objectif, sensibiliser les opérateurs économiques. La Banque centrale se réjouit de la tenue ce jour de cet atelier de lancement qui offre l'opportunité d'informer les opérateurs économiques sur l'utilité des statistiques des comptes extérieurs et la nécessité de la pleine adhésion des chefs d'entreprise à la collecte de ces données. L'opération de collecte des données pour la balance des paiements édition 2017 débute le 18 juin prochain auprès d'un échantillonnage de 700 entreprises. Comptant sur la bonne collaboration des entreprises, le président du Comité national balance des paiements a rappelé l'importance d'une telle opération pour l'économie ivoirienne. L'information statistique joue un rôle important dans le suivi de l'analyse de la situation socio-économique d'un pays, car elle permet de cerner les réalités et les évolutions susceptibles de mieux orienter les mesures de politique sociale et économique. Les données recueillies seront complétées par celles collectées auprès des structures publiques et parapubliques. Les résultats de la balance des paiements édition 2017 seront connus au plus tard fin octobre. Les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont sensibilisées et instruites sur les conséquences de ces deux fléaux en vue de l'adoption et de la mise en œuvre effective d'une stratégie nationale de lutte. Cet atelier a réuni tous les acteurs du secteur. On peut plaider, mais toute personne qui plaide peut par voie d'exception soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction. C'est l'article 35 qui le dit. Et ce test de la Constitution suscite des interprétations qu'il faut harmoniser. Avocats, greffiers, magistrats, représentants de la justice et membres du Conseil constitutionnel réfléchissent sur le sujet depuis ce jeudi. Le reportage de Gabriel Zani. Tout justiciable peut contester l'application d'une loi devant une juridiction si la juge non conforme à la Constitution. L'article 135 de la loi fondamentale lui donne le droit. Le justiciable peut dans ce cas faire un recours en inconstitutionnalité par voie d'exception. C'est un pouvoir important qui est ainsi reconnu au peuple. La possibilité de dire devant le tribunal que la loi que vous voulez m'appliquer est contraire à la Constitution. Donnez-moi le temps d'aller saisir le Conseil constitutionnel pour démontrer ce que je suis en train de vous dire. Donc, suspendez votre procédure jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel nous dise si j'ai raison de soutenir que la loi est contraire à la Constitution ou bien si j'ai tort. 13 cas de recours en inconstitutionnalité par voie d'exception ont été enregistrés par le Conseil constitutionnel. Le gardien de la Constitution a donc trouvé nécessaire de réunir les avocats, greffiers, magistrats, les représentants du ministère de la Justice pour mieux appréhender le sens de l'article 135. C'est une procédure qui met en action les juridictions ordinaires, mais aussi le Conseil constitutionnel. Donc il était bon que les principaux acteurs de la justice se rencontrent pour discuter et savoir comment organiser ce recours qui est un instrument important de démocratie qui est mis à la disposition du peuple, mais que le peuple ignore parfois. Dans la pratique, l'application de l'article 135 n'est pas aussi simple. Pendant 2 jours, ces juristes devront résoudre plusieurs questions. La question qui est posée, c'est d'abord de savoir qui peut le faire, donc tout plaideur, toute partie, celui qui a une affaire au tribunal peut le faire. Devant quelle juridiction? On a dit n'importe quelle juridiction, mais là les questions sont posées. Est-ce que le juge des référés, qui est là pour résoudre un problème pratique avec des délais, est-ce que la question peut valablement être posée devant ce juge? Au sortir des échanges, les modalités précises de la saisine du Conseil constitutionnel pour non-conformité d'une loi à la Constitution seront définies. Et votre dossier politique de ce jeudi porte sur le CESEC, entendez le Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui est la nouvelle dénomination du Conseil économique et social depuis le 8 novembre 2016. Pour mieux comprendre ses rôles et ses attributions,
Nous vous invitons à faire une immersion dans l'univers de cette institution. C'est le dossier signé ce soir, Sidonie Davila Ouaka. Je ne connais pas le Conseil économique et social. Je connais le Conseil économique et social. C'est placé vers la mairie en SCC. Combien sont-ils les Ivoiriens qui connaissent le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC? Sur 10 personnes interviewées, la moitié connaît l'institution sans savoir exactement son rôle. J'ai déjà entendu parler du nom, mais à vrai dire, pas vraiment. Conseil économique et social, ceux qui veulent avoir des financements pour les projets, et puis aller demander aussi de faire des démarches pour avoir au moins ça aussi, pour avoir quelque chose pour de l'argent pour monter une entreprise comme ça, un truc comme ça. Le Conseil économique et social s'occupe de ce qui est économique, social et études, tout ça. Les missions et attributions du CESEC sont déterminées par l'article 163 de la loi du 8 novembre 2016. Elle stipule que les projets de loi, de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis. Le Conseil économique social CES a été institué en 1960. 56 ans plus tard, soit le 8 novembre 2016, il devient le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le CESEC, qui conseille donc depuis 1960 le gouvernement sur les questions politiques, économiques, sociales, voit avec le changement de son statut s'ajouter à ses domaines de compétences les volets de l'environnement et de la culture. Au lendemain de ma prise de fonction, le 27 juin 2016, ensemble nous avons pris les dispositions appropriées pour une synergie exemplaire à l'effet d'accomplir efficacement la mission de conseil au pouvoir public qu'il a plu au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de nous confier. Le repositionnement de notre institution reste tributaire de la production d'avis limpides, simples d'application, avec un impact réel sur le quotidien de nos vaillantes populations. Le Conseil économique et social, environnemental et culturel a pour mission de donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. C'est donc dire l'importance de cette institution qui tient 4 sessions ordinaires par an. En séance plénière, en mars 2018, les conseillers votent les premiers avis à soumettre au gouvernement. Le groupe de travail, soucieux d'apporter des solutions inclusives et appropriées à la problématique de l'accès des PME-PMI au financement, a fait 15 préconisations faisant intervenir à la fois le gouvernement, les responsables des PME-PMI et les banques et établissements financiers. Au cours de 2 jours de travaux, 5 projets examinés et adoptés. Ils portent sur l'environnement, le foncier rural, le financement des PMI-PME, le crédit bail qui est aussi une facilité, mais très onéreux aujourd'hui. Il est bon de repenser pour voir comment éventuellement on peut accompagner les PME avec ce système de financement qui a été une réussite ailleurs. La cybercriminalité et les enfants en conflit avec la loi. Nous devons voir comment, de façon consensuelle, avec la collaboration de toute la société ivoirienne, éradiquer le phénomène. 120 conseillers repartis en 5 commissions travaillent en groupe. Pour que l'avis des 5 commissions fasse l'objet d'échanges en plénière, ce mois de mars 2018, il a fallu près de 6 mois de travail en amont. C'était de faire d'abord le recensement documentaire. Par la suite, nous avons fait appel à des sachants. Donc l'expertise nationale et peut-être même des gens qui avaient une expertise internationale. La loi instituant le CESEC stipule que le chef de l'État peut saisir l'institution de toute question ou test en matière économique, sociale, environnementale et culturelle. Le CESEC peut également se saisir lui-même, le cas lors des séances plénières de mars 2018. Nous sommes d'abord le Conseil du Président de la République. Les avis et rapports qui résultent des travaux qui ont été menés seront transmis
au président de la République. Les conseillers se félicitent d'apporter leur contribution au processus de développement du pays. On fait des suggestions au président pour que le président sache qu'il y a des gens, ceux qui vivent dans les bas quartiers sont pris en compte. Le gouvernement ne peut pas voir tous les aspects des problèmes au fur et à mesure. Il faut que d'autres institutions apportent au gouvernement un certain nombre d'éléments qui lui permettent de prendre des décisions. Mars 2018, au cours de cette séance plénière extraordinaire, les conseillers économiques de la 11e mandature adoptent leurs premiers avis par autosaisine. Présente à ces plénières, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'AICESIS. Très actifs. Ils interviennent sur des sujets vraiment importants pour non seulement la communauté ivoirienne, le pays, mais également ça peut servir au niveau international à d'autres CES à travers le monde qui pourront bénéficier de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Nommé en 2016, Charles Kofi Dibi dirige l'institution en remplacement de Marcel Zadi Kessi. L'ancien ministre des Affaires étrangères veut une institution performante, figurant parmi les plus dynamiques d'Afrique. Voilà, c'était le dossier politique de ce jeudi signé Sidonie Davila Waka. Avant la fin de cette année, les élections locales, alors l'heure est à la mobilisation. Les militants du RDR du département de Korogo sont mobilisés donc. Une rencontre leur a permis de redéfinir de nouvelles orientations politiques et surtout de nouvelles stratégies de mobilisation. Rencontre à Korogo en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, maire de la ville. Mamadou Kouassi pour plus de détails. C'est l'exploitant du siège du RDR de Korogo qui a servi de cadre à cette rencontre de concertation. Une réunion des structures locales du parti pour aborder la question de la mobilisation en vue des prochaines élections locales prévues se tenir avant la fin de l'année 2018. Cette rencontre a été l'occasion pour les responsables locaux du RDR de redéfinir en accord avec la base les nouvelles stratégies de mobilisation et d'adhésion de nouveaux militants. Présent à cette rencontre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, député maire de Korogo et par ailleurs premier vice-président du RDR, appelle les militants à maintenir la flamme de paix et de l'unité. Ce à quoi donc je veux vous inviter à nouveau, c'est à l'union. À l'union et à l'union. C'est dans l'union que nous allons continuer autour du président, avec le président, de faire de Korogo encore plus que ce que vous voyez aujourd'hui. Et c'est autour de lui et avec lui qu'on continuera aussi de faire de la Côte d'Ivoire plus que ce que vous voyez aujourd'hui. Et pour vous les jeunes qui êtes ici présents, tout n'est pas réglé. Vous avez des problèmes de chômage, etc. Des choses ont été faites, mais sachez que c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Très confiant, les années belles sont encore devant. Beaucoup a été fait, mais ce qui est devant est encore important. Soyez patients, soyez toujours donc à l'écoute. Message bien apprécié par les différents responsables de structures locales du RDR à Korogo. À l'unanimité, ils ont adopté la discipline au sein du parti comme leitmotiv. Le ministre Amadou Koné, représentant la direction du parti, salue la cohésion et l'union qui règne au sein du RDR à Korogo. Il invite par ailleurs les militants à s'investir davantage pour un RDR fort et rassemblé dans la région du Poro. Le PDCI RDA, lui, renforce sa représentativité sur le terrain politique. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire vient d'investir les responsables des femmes urbaines et rurales de Yamoussoukro, 14 présidentes et 3 coordinatrices qui ont pour mission de raviver la flamme militante au niveau du parti. Reportage Kader Sogodogo. Forte mobilisation des militantes du PDCI RDA venues des 4 départements de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Le parti d'Henri Konan Bédié investit 3 coordonnatrices régionales et 14 présidentes UFPDCI urbaines et rurales. Elles travailleront de concert avec leur présidente nationale, Aka Véronique et Ewi Agnoro Odette, pour l'essor du PDCI RDA. Une mission qu'elle compte mener dans la loyauté et la fidélité. Les femmes de l'UFPDC de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro vous remercient pour votre disponibilité et vous assurent de leur fidélité aux idéaux du PDCI RDA, aux éminents cadres du PDCI RDA, comme vous,
et surtout à notre leader charismatique, le président Henri Konan Bédié. Plusieurs cadres du PDCI ont fait le déplacement pour soutenir l'action des femmes. Le président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, vice-président du parti et parrain de la cérémonie, accompagné par la ministre Raymond Goudou Kofi. Tous invitent les femmes du PDCI RDA à travailler dans le sens du parti unifié. Les présidents Bédié et Ouattara ne font qu'un. Un pour la paix, un pour la liberté, un pour le progrès pour tous et un pour faire la Côte d'Ivoire un grand pays où il fait bon vivre. Oui, la réunion qui a pour socle la Côte d'Ivoire, l'intérêt du pays est aujourd'hui notre boussole à tous. Nous devons nous abreuver à cette source intarissable de sagesse qui vivifie les bâtisseurs des nations. À cette cérémonie d'investiture, Henriette Konan Bédié a invité toutes les femmes du PDCI RDA à demeurer en rang serré pour remporter toutes les victoires. Son message a été lu par sa représentante Ndabian Adel, cadre du parti. Dans le domaine de l'éducation nationale, ce rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018 de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, rapport lancé avec pour thème « Rendre compte en matière d'éducation, tenir nos engagements ». On fait le point avec Serge Collier. 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde selon l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, environ 21% des enfants en âge d'aller à l'école sont déscolarisés. Pour rendre l'éducation plus équitable et abordable pour tous, l'UNESCO, à travers son rapport mondial annuel de suivi sur l'éducation, interpelle tous les acteurs nationaux et internationaux à plus de responsabilités. Le rapport que nous lançons aujourd'hui est lancé dans 8 autres pays africains pour attirer l'attention sur l'importance de rendre compte dans l'utilisation des fonds mobilisés au profit de l'éducation. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, les COGES, les fonds qui sont mobilisés et utilisés dans les écoles, comment sont utilisés ces fonds? Est-ce qu'ils permettent réellement de contribuer à la promotion de l'éducation et à l'amélioration de la qualité? Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, l'État de Côte d'Ivoire travaille déjà à démocratiser l'éducation. Notre pays s'est doté d'un cadre législatif et réglementaire depuis septembre 2015. La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Malgré des difficultés, la politique de la scolarisation obligatoire tiendra toutes ses promesses dans un très proche avenir. Les représentants de la société civile accordent un intérêt au projet et entendent apporter leur soutien à sa réussite. Nous voulons prendre l'engagement de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au plan sectoriel éducation-formation 2016-2025 afin qu'à l'horizon de cette stratégie, le système éducatif puisse être performant. Chaque année, l'UNESCO produit des rapports mondiaux de suivi sur l'éducation en vue de promouvoir une éducation de qualité pour tous. Au niveau des droits de l'homme, on parle de la cérémonie de clôture du programme des sessions de l'Université des temps libres, programme initié par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits de l'homme. À cette rencontre, le professeur Francis Vaudier a animé une conférence de presse autour du thème « Droits de l'homme et dignité humaine ». Le résumé de la rencontre avec Traoré Ahmed et Alexis Ouedraogo. Droits de l'homme et dignité humaine, c'est le thème de la conférence animée par le professeur Francis Vaudier lors de la cérémonie de lancement de la 2e session de l'Université des droits de l'homme. Selon la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'institution a pour objectif de renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits humains. Ce programme de la Commission nationale des droits de l'homme a pour objectif d'intéresser bon nombre de nos concitoyens à la thématique des droits de l'homme, d'en faire des défenseurs des droits de l'homme, afin de faire du respect des droits de l'homme dans notre pays une réalité. Nous allons, après cette 2e session, faire une session spéciale exclusivement sur la Côte d'Ivoire et les mécanismes régionaux et internationaux.
Pour le professeur Francis Vaudier, un homme digne est un homme qui est à sa propre hauteur ou au-dessus de lui-même. L'homme vit en société et les hommes doivent s'organiser. Ce sont les hommes qui élaborent les droits des hommes. Ce sont les hommes qui violent les droits des hommes. Comment faire en sorte que nous puissions édicter les meilleures règles pour qu'elles puissent s'appliquer effectivement, pour faire avancer l'homme. Et si les hommes avancent, ce sont les sociétés qui avancent nécessairement. La première session de l'Université des temps libres s'est tenue de février à mai 2018 avec une quarantaine d'impétrants, tous de la société civile. Cette deuxième session se tiendra, elle, de juin à septembre avec quelques 70 impétrants. Et en Côte d'Ivoire, de janvier à mars 2018, 44 demandes de besoins en assistance judiciaire, dont plus d'une trentaine pour la ville d'Abidjan, ont été enregistrées par les tribunaux de première instance. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme juge insuffisant les dites enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des explications dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Le décret d'octobre 2016 sur l'assistance judiciaire est une réponse au problème d'accès aux avocats et honoraires jugés élevés. Ce décret également décentralise l'assistanat judiciaire de sorte à permettre aux personnes vivant en dehors de la capitale économique de bénéficier de ces services de l'État. Parce que ce mécanisme-là leur permet de bénéficier de l'exonération des frais de procédure, de bénéficier de l'assistance des auxiliaires de justice, des avocats, des huissiers dont ils ont besoin dans le cadre de la défense de leurs droits. Pourtant, l'assistance judiciaire demeure méconnue, donc peu exploitée par les populations. Pour exemple, sur l'ensemble du territoire national, durant le premier trimestre 2018, seulement 44 requêtes, dont 32 pour la seule ville d'Abidjan, ont été enregistrées. 5 requêtes rejetées. C'est pour mieux faire connaître l'assistance judiciaire que l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, initie la présente rencontre de promotion et d'appropriation. Faire comprendre aux citoyens qu'il y a bel et bien un test qui régit et réglemente l'assistance judiciaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à faire la sensibilisation parce que ça rentre dans le cadre de nos activités. Parce que nous, notre travail en tant qu'organisation de la société civile, c'est de sensibiliser les populations, de les amener à comprendre les différents textes. J'ai retenu que l'assistance judiciaire n'est pas faite que pour des personnes indigentes, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas l'argent. Tout le monde peut en bénéficier. Toute personne en difficulté financière et désireuse de bénéficier d'une assistance judiciaire peut se rendre à un tribunal pour y déposer sa requête. En santé, il faut dire que cela fait des mois qu'on ne parle plus d'Ebola en Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas, la menace plane. Le ministère de la Santé a justement fait un point de presse sur la menace de la maladie Ebola, maladie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Face à la situation, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif de protection. Rappelons qu'aucun cas d'Ebola n'a été signalé en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, nous dit Ami Sissoko. Un mois après le début de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, la maladie sévit toujours. À ce jour, le pays enregistre 60 cas, dont 27 décès. Une situation qui appelle à la vigilance en Côte d'Ivoire. Des cas confirmés ont été notifiés dans la ville de Bandaka, située sur d'importantes voies fluviales, terrestres et aériennes. Cette situation fait craindre un risque de propagation de la maladie à travers les voyages internationaux. Des dispositions sont donc prises. Devant la menace que constitue cette redoutable maladie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé le contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, terrestres et maritimes par la prise systématique de la température corporelle des voyageurs conformément aux recommandations de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Des règles d'hygiène sont aussi recommandées. Lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Consultez le centre de santé le plus proche en cas de signes évocateurs de la maladie. Évitez de toucher,
de transporter et de consommer les animaux trouvés morts dans la forêt. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique, le professeur Joseph Béné-Bivro, se veut rassurant. Selon l'OMS, si le risque d'épidémie est très élevé au niveau de la République démocratique du Congo et élevé au niveau des pays limitrophes, il reste cependant faible pour l'instant au niveau mondial. Hors de nos frontières, au Burundi, cette grosse surprise du président Pierre Nkurunziza cet après-midi. Il a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020 dans un discours à la nation, juste après avoir promulgué la nouvelle constitution du Burundi, controversée ce jeudi même. Pourtant, la nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum le 17 mai dernier lui offrait la possibilité de briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans chacun, c'est-à-dire de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Aujourd'hui, Pierre Nkurunziza dit qu'il n'en sera rien. Et ici en Côte d'Ivoire, le lundi 11 juin 2018, lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà, ce communiqué du ministère de l'Emploi met fin à ce 20h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi,